Les trois grands principes juridiques qui encadrent la sanction disciplinaire, c'est premièrement le principe selon lequel la sanction doit obligatoirement être prévue par un texte, en l'occurrence par les règlements de la fédération sportive, les règlements disciplinaires. Le deuxième grand principe, et c'est sur celui-ci qu'on s'attardera un peu, c'est le principe de proportionnalité de la sanction disciplinaire. Et enfin, un troisième principe qui est celui de la motivation de la sanction disciplinaire. Donc, s'agissant du premier principe, qui est celui qui consiste à prévoir dans son règlement disciplinaire les sanctions applicables, c'est un principe qui est transposé du droit pénal, qui est le principe de la légalité des peines. Il ne peut pas y avoir de sanction pénale sans un texte qui prévoit cette sanction. En pratique, ce n'est pas un principe qui pose problème aux organes disciplinaires, puisque la liste des sanctions prévues par les règlements disciplinaires, elle est très large. Ça va de l'avertissement à la radiation, en passant par l'amende, en passant par la suspension ou le retrait de la licence. Ça peut être des sanctions de suspension de terrain. Ça peut être une sanction d'inéligibilité d'un dirigeant à des fonctions au sein de la fédération. Ça peut être, on le voit beaucoup s'agissant des supporters, des huis clos, total ou partiel, de stade ou de salle. On peut interdire totalement le public dans un stade ou simplement une tribune. Donc on a une palette de sanctions qui permet aux organes disciplinaires, j'allais dire, d'adapter cette sanction aux faits dont ils sont saisis. Donc en pratique, ce n'est pas un principe qui pose problème. Peut-être juste un point pour dire que l'organe disciplinaire peut, avec l'accord de la personne, du licencié, entraîneur, joueur ou dirigeant, proposer ce qu'on appelle une activité d'intérêt général. Alors ça vient soit se substituer à la sanction, soit la compléter, et ça peut être intéressant notamment pour des comportements, je dirais, contraires à l'éthique. Par exemple, pour des comportements injurieux envers un arbitre, on peut proposer à un licencié d'aller faire de l'arbitrage dans un club ou des tâches d'encadrement. Voilà. Donc c'est aussi une option intéressante pour un organe disciplinaire. Le second principe, et c'est peut-être le principe le plus difficile à appliquer, c'est le principe de proportionnalité de la sanction. C'est l'idée que l'organe disciplinaire doit trouver une adéquation entre la sanction qu'il va prononcer et la faute disciplinaire. Et je dirais que ça consiste à trouver la sanction la plus juste. Je reprends la formule d'Aristote qui me semble vraiment correspondre à ça, qui considère que la proportion, c'est finalement ni plus ni moins que l'appréciation de la justesse. Et ce n'est pas toujours évident pour un organe disciplinaire qui est un organe collégial, puisque chacun peut avoir sa propre appréciation de ce qui est juste. Et donc, c'est finalement la collégialité qui va décider un petit peu du niveau de sanction. Mais c'est un point particulièrement important, puisque en cas de contrôle, que ce soit le conciliateur ou le juge administratif, peut annuler des sanctions qui s'avèrent disproportionnées au regard des faits qui sont poursuivis. Alors je dirais que ce principe de proportionnalité, il est d'autant plus important que les sanctions dont on parle sont prises par des fédérations qui sont pour la plupart en situation de monopole. Je parle des fédérations délégataires. C'est-à-dire que quand elles sanctionnent un licencié, ce licencié, il ne peut plus aller participer à d'autres compétitions à côté. Donc c'est une sanction qui a quand même une portée forte pour les licenciés. Et puis évidemment, ce sont des sanctions qui parfois peuvent toucher des sportifs professionnels, donc qui sont sous contrat de travail avec des clubs. Et donc là, il y a une dimension aussi économique dans la sanction. Et effectivement, on peut se dire que c'est pas la même chose de sanctionner
un joueur comme Mbappé ou Neymar de 5 matchs de suspension, par exemple, à la suite de comportements antisportifs, d'injures à arbitre, que de sanctionner pour les mêmes faits un licencié lambda qui évolue dans un championnat amateur. Les conséquences sont évidemment très différentes d'un point de vue économique. Le troisième et dernier principe, c'est le principe de motivation, alors là qui est prévu par le règlement disciplinaire type qui s'applique à toutes les fédérations sportives agréées. Et ce principe consiste tout simplement à énoncer les faits, les motifs de droit et les motifs de fait qui justifient le prononcé de la sanction. Voilà. C'est un principe qu'on retrouve en matière administrative qui s'applique à toutes les décisions administratives individuelles défavorables. Toutes ces décisions prises par l'administration, et les fédérations sont quelque part des administrations, obligent, j'allais dire, l'autorité qui a pris la sanction à motiver cette sanction. Voilà ce qu'on peut dire sur les grands principes qui s'appliquent alors à la sanction disciplinaire, à côté d'autres principes qui vont s'appliquer plutôt à la procédure, qui ont été déjà évoqués, comme le principe du respect des droits de la défense ou le principe d'impartialité de l'organe disciplinaire. Comment finalement respecter ce principe de proportionnalité quand on est dans un organe disciplinaire? Donc il y a plusieurs possibilités pour ce faire. C'est d'une part dans le choix de la sanction, évidemment, puisqu'il y a une liste qui est assez large. D'autre part dans le quantum de la sanction. Donc là, on est vraiment dans l'idée de proportion, justement, en tenant compte évidemment de tous les éléments du litige, si c'est récidive, s'il y a des circonstances aggravantes, atténuantes. Et puis enfin, il y a effectivement un troisième instrument qui est le sursis, total ou partiel, c'est-à-dire que l'organe disciplinaire peut assortir la sanction d'un sursis. Ça veut dire quoi, le sursis? Ça veut dire que la sanction ne sera pas mise à exécution, sauf si la personne commet une nouvelle infraction disciplinaire dans un délai qui est déterminé par la fédération dans son règlement disciplinaire. Donc c'est le choix de la sanction, le quantum et le sursis permettent justement le respect de ce principe de proportionnalité. Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des fédérations sportives tendent à respecter ce principe de proportionnalité, mais ce n'a pas été toujours le cas, et on a vu des fois des organes disciplinaires, pas forcément toujours composés de juristes avertis, prendre des sanctions très lourdes, qui pouvaient aller jusqu'à la radiation, pour des faits qui ne justifiaient aucunement ce type de sanction. Et systématiquement, que ce soit le conciliateur ou le juge administratif, va annuler ces sanctions pour disproportion. Il y a la problématique particulière des sanctions automatiques. C'est une problématique qui a donné lieu à des débats judiciaires, notamment à l'occasion de 2 affaires un peu marquantes qui ont fait l'objet de pas mal de commentaires. C'est une affaire qui concernait l'entraîneur Hugo Ocance, qui avait fait l'objet d'une suspension après 3 fautes techniques. Et donc, il y avait dans les règlements de la Fédération française de basket une disposition qui prévoyait cette suspension automatique dès lors que la personne avait fait l'objet de ces 3 fautes techniques au cours de plusieurs matchs. Et puis on a eu une autre affaire en football qui concernait le joueur Abdoulaye Touré, qui évoluait à Nantes et qui lui avait fait l'objet de 3 cartons jaunes au cours de 3 matchs. Le premier match de la saison suivante, il le joue avec l'équipe première de Nantes contre le club de Bastia. Et normalement, il était censé être suspendu. Donc la commission disciplinaire compétente de la Fédération française de football, de la Ligue dans un premier temps et de la Fédération dans un second temps, ont donné match perdu au club de Nantes, qui n'avait pas respecté cette suspension automatique. Donc, après ces affaires, s'en est suivi des débats où le juge administratif est venu rappeler un grand principe qui est celui de l'individualisation des sanctions. C'est-à-dire qu'une sanction doit être prise en considération des éléments du dossier,
après avoir pris en compte les observations de la personne poursuivie. Et donc, ces sanctions automatiques sont considérées comme illégales parce qu'elles violent ce principe d'individualisation des sanctions. Alors, le problème pour les fédérations, c'est qu'il y a un certain nombre de comportements répréhensibles commis sur les terrains qui rendent difficile l'ouverture de procédures disciplinaires en bonne et due forme, avec convocation de l'intéressé, des phases d'instruction, etc. Et du coup, comment on fait pour tous ces comportements Aujourd'hui, le règlement disciplinaire type, issu du décret de 2016, prévoit la possibilité pour les fédérations, dans leur règlement, de ces sanctions automatiques, mais sous couvert de pouvoir prendre en compte les observations du licencié, qui est sanctionné, et en pouvant également tenir compte des circonstances de chaque espèce. Ça veut dire que le principe, c'est l'automaticité de la sanction, mais la personne doit pouvoir faire valoir ses observations, et l'organe disciplinaire doit pouvoir prendre en compte, le cas échéant, les circonstances de l'espèce. Et notamment la question de l'imputabilité. Est-ce que c'est bien la bonne personne qui a commis ces 3 agissements qui ont donné lieu, par exemple, à 3 cartons jaunes? Voilà. Donc c'est une reprise, finalement, dans le règlement disciplinaire type, de ce qu'a dit le juge administratif à l'occasion de ces 2 affaires, Ocansé et Touré, dont j'ai parlé.